Bonjour à tous. C'est un très grand honneur et puis un immense plaisir pour les étudiants du Master 2 Concurrence et Distribution de participer à la première édition de ce format de conférence imaginé par le cabinet Linklater, c'est l'autorité de la concurrence, en l'occurrence Anne Waxman et puis Jérôme Vidal. Alors, c'est vrai que les conférences en droit de la concurrence ne manquent pas, loin s'en faut, mais c'est un nouveau format dans le sens que les étudiants sont associés à la réflexion. Bien entendu, les étudiants sont souvent invités lors des conférences, mais ils n'ont pas... ils sont plutôt intimidés, ils écoutent des experts, tandis qu'ici, il s'agit véritablement de donner leur opinion. Alors, dans l'idée d'Anne Waxman, qui est ici et qui a réfléchi à ce nouveau format avec Jérôme Vidal, il y avait cette idée que les étudiants apporteraient un côté iconoclaste. C'est donc ce qui était recherché. Et donc, vous ne devrez pas être étonné de cet aspect. Je parle à ceux qui sont des professionnels avertis. Ce sont des propos de néophytes, des propos iconoclastes, mais peut-être que cela prend du sens dans la mesure où un certain recul permet de revenir à des pensées de bon sens. Alors, je salue Anne Waxman ici, puisque c'est elle qui a réfléchi à ce nouveau format, mais vous savez qu'elle a rejoint récemment le collège de l'autorité de la concurrence en tant que membre permanent, donc avec beaucoup de tact. Elle a estimé qu'elle devait se retirer, et donc le travail a été effectué avec maître Nicolas Zachary, qui était lui-même dans la boucle de la réflexion, et d'ailleurs on doit dire que c'est à lui qu'on doit cet intitulé amusant, rencontre du troisième titre et non pas type, parce que on devine qu'il a été influencé par le film de Spielberg. Alors, est-ce que les extraterrestres vont arriver dans ce domaine du droit de la concurrence? Est-ce que les extraterrestres, ce sont les étudiants, ou bien est-ce que les extraterrestres, ce sont les mandataires? Il faut dire que les mandataires sont un type particulier, puisqu'ils sont les yeux et les oreilles de l'autorité de la concurrence. Alors pourquoi ce choix du Master 1 de concurrence-distribution de Panthéon-Sorbonne? Eh bien, je reviens toujours à Anne Waxman, c'est Anne qui connaît ce diplôme depuis sa création, qui intervient régulièrement. Et pour parler par une litote, je pense qu'elle ne s'y déplaît pas, donc elle apprécie les étudiants, et c'est elle qui a eu l'idée d'associer pour la première fois donc ce Master 2 de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bien qu'étant membre du collège, je n'y suis donc pour rien, je le précise. Alors les étudiants se sont prêtés avec enthousiasme à ce jeu, à ce nouvel exercice. Il faut dire que dans leur cursus, on insiste beaucoup sur la maîtrise de la soft law. Et donc, à ce titre, ils avaient un exercice particulier lors de la consultation publique sur les seuils en droit de la concurrence. Et donc, ils avaient interrogé l'association des praticiens de l'autorité de la concurrence, d'autres avocats, des startups. Donc, ils étaient déjà familiarisés avec cet exercice de la consultation publique. Alors, il est clair que maintenant, ils sont sensibilisés à cette idée de contribuer à l'élaboration du droit souple par des échanges avec les praticiens et avec les cadres de l'autorité nationale ou même de la commission. Alors pour préparer ce premier format donc de conférence, eh bien, le cabinet Linklater et Jérôme Vidal ont organisé 2 rencontres.
Conformément à l'intention initiale, ils n'ont pas bridé les étudiants et ont vraiment essayé de les écouter et les ont encouragés à exprimer ces propos qui donc peuvent paraître peut-être un peu brut de décoffrage. Je pense, vous voyez, je commence à préparer les mandataires en disant qu'ils pourront être un peu surpris, mais ce sera dans le bon sens. Alors voilà comment s'organise cette conférence. Les étudiants ont déjà pris place, vous voyez. Donc nous allons les écouter et ensuite Nicolas Zachary interviendra en tant que grand expert et après les néophytes, l'expertise, tout auréolé de son expérience de praticien. Et enfin, Jérôme Vidal, rapporteur général adjoint, pourra faire part des résultats de cette consultation publique. Et nous en attendons la primeur avec grand intérêt. Je laisse donc la parole aux étudiants. Bonsoir à tous déjà. Donc en effet, à titre liminaire, dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes intéressés aux lignes directrices de l'autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, qui constitue donc le texte de référence qui vient établir, outre un mandat type, le rôle du mandataire dans l'exécution des engagements et dans la procédure de désignation également. Et donc ce document vient définir les conditions d'agrément du mandataire, qui comprennent notamment donc des exigences d'indépendance, et des exigences relatives au conflit d'intérêts. Et donc, en effet, nous avons considéré qu'il y avait un vrai enjeu relatif à cette question d'indépendance et de conflit d'intérêts concernant le mandataire, puisque si ce principe semble clair dans son énoncé, sa pratique peut apparaître plus complexe. Et donc, il nous a semblé que 3 points centraux pouvaient émerger de nos réflexions, avec premièrement la procédure de désignation, deuxièmement la question de la rémunération du mandataire, et puis troisièmement, les relations entre les parties prenantes. Et Michael démarre. Merci Louise. Donc notre première réflexion a tourné autour de la procédure de désignation du mandataire. Et nous avons relevé un équilibre assez fragile de la procédure entre l'autorité de la concurrence et le rôle que joue la partie désignante. D'abord, pour rappel, c'est une procédure en 3 temps. Dans un premier lieu, il y a l'entreprise notifiante qui fait une proposition d'une liste de 3 différents potentiels mandataires. Ensuite, l'autorité de la concurrence va examiner cette liste pour agréer les mandataires qui remplissent en tout cas les critères. Et en troisième lieu, il revient à l'entreprise de choisir parmi les personnes, la personne qui va assumer ce rôle de mandataire. Donc il en ressort donc de cette procédure que la partie notifiante conserve une influence assez importante, déjà comme on l'a évoqué en amont, dans la sélection des différents candidats qui seront présentés à l'autorité de la concurrence, mais aussi et surtout en aval dans le choix final. On voit donc bien que le pouvoir laissé à l'entreprise peut engendrer un lien assez particulier entre l'entreprise d'une part et le mandataire. Sur ce, nous suggérons d'envisager plutôt de réduire le rôle de la partie notifiante dans le processus de sélection, et ainsi permettre à l'autorité de choisir elle-même le mandataire à partir d'une liste préétablie de professionnels agréés. Un autre point de tension de la fonction de mandataire peut porter sur la rémunération de sa mission. En effet, le mandataire est rémunéré directement par l'entreprise même dont il est chargé de surveiller la conformité. Ce lien financier direct peut, dans certains cas, compromettre l'impartialité du mandataire. Il faut notamment porter une attention particulière à la création d'une dépendance financière du mandataire envers l'entreprise contrôlée. Mais au-delà du risque lié à la rémunération de la mission, la question du conflit d'intérêts peut également se poser de manière plus large, notamment en cas de lien d'affaires passé ou à venir entre le mandataire et l'entreprise. Ce risque prend une dimension particulière, notamment dans le cas de grands groupes d'entreprises dont le fonctionnement
nécessite l'intervention de plusieurs cabinets d'audit qui peuvent également intervenir en tant que mandataires. Cela soulève la question finalement de la portée de l'exigence d'absence de conflit d'intérêts du mandataire formulée dans les lignes directrices de l'autorité. Pour répondre à ce constat, nous nous sommes donc interrogés sur la viabilité d'autres mécanismes de rémunération. Nous pensons que des mécanismes de rémunération indirects, via la création d'un fonds tiers, par exemple, pourraient être imaginés afin de rompre le lien financier entre le mandataire et l'entreprise, ce qui conférait, nous le pensons, une plus grande garantie d'indépendance au mandataire. De manière pratique, ce fonds pourrait être alimenté par des frais de dossier payés par l'entreprise, comme il en existe dans d'autres juridictions. Merci. Et enfin, donc, concernant la question de l'alignement et de la convergence des attentes des différentes parties prenantes, en effet, dans le cadre de l'exécution du mandat, on a estimé que la question de l'alignement des attentes des différentes parties prenantes semblait pertinente, et notamment en ce qui concerne le rapport qui doit être remis par le mandataire à l'autorité de la concurrence, puisqu'en effet, le mandataire est donc tenu de soumettre des rapports à l'autorité de la concurrence dans des délais qui sont déterminés. Cependant, des désaccords ou des frictions peuvent parfois émerger, notamment concernant le niveau de détail qui est attendu par les différentes parties. Puisqu'en effet, d'une part, nous avons l'autorité de la concurrence qui va exiger une information complète, fiable et régulière. Deuxièmement, le mandataire, lui, cherche à remplir sa mission en toute indépendance. Et puis, l'entreprise entend limiter notamment la charge administrative et puis tous les coûts qui y sont associés. Et donc, selon nous, il paraît pertinent d'approfondir encore le dialogue tripartite entre les trois parties prenantes, à la fois en amont, c'est-à-dire en début de mission, mais aussi au fil de l'exécution. Et donc, cela permettrait de procéder à un cadrage efficace des attentes de toutes les parties, tant sur le contenu que également le format ou encore la méthode de travail qui serait retenue. Enfin, éventuellement créer un incitatif plus fort pour le mandataire, une sorte de pouvoir de sanction de l'autorité contre le mandataire, et notamment, par exemple, ne plus l'agréer pour d'autres affaires à l'avenir, ou encore ne plus l'agréer dans l'immédiat en cas de difficulté dans la réalisation du suivi ou de la session. Voilà, nous espérons que ces trois propositions vous seront utiles, et merci à tous. Merci, chère Catherine. Merci aux étudiants. Cher Jérôme, bonjour à tous. Alors, j'ai beaucoup aimé l'intervention des étudiants parce que effectivement, il y a cet œil un petit peu extérieur, cet œil un petit peu neuf sur la fonction du mandataire. Et je trouve qu'ils ont tout à fait bien saisi peut-être l'ambiguïté du mandataire à mi-chemin entre l'autorité et la partie notifiante et toutes les questions qui se posent autour de ça, même si je ne suis pas sûr, mais je vais y revenir, de partager peut-être toutes les propositions qui ont été faites, mais on va pouvoir en débattre. Alors, sur le rôle du mandataire, l'avantage de la consultation, c'est que ça a permis peut-être de se reposer un certain nombre de questions, de remettre un peu sur la table le mode de fonctionnement et peut-être d'envisager un certain nombre d'évolutions ou d'améliorations. Il faut d'abord, je pense, évidemment, resituer le débat. L'autorité de la concurrence a le devoir de s'assurer que les engagements en matière de concentration, qu'il s'agisse d'engagements structurels ou comportementaux, soient parfaitement bien respectés, mis en œuvre. Et simplement, elle fait face à une difficulté de ressources. Alors, s'il y avait un seul engagement en cours, ça irait peut-être, mais par rapport à l'ensemble des engagements qui sont en cours et parfois sur des périodes assez longues, l'autorité n'a pas la disponibilité nécessaire et confie donc au mandataire le rôle de surveiller la mise en œuvre des engagements. Donc, dans ce contexte, le mandataire, il a un rôle absolument central.
il va établir des relations bilatérales, évidemment, avec la partie notifiante. Donc, il va poser un certain nombre d'exigences auprès de la partie notifiante, avec des demandes d'information et de suivi. Et en retour, la partie notifiante a une relation avec le mandataire qui est son principal interlocuteur, puisqu'elle n'a pas accès à l'autorité. Et donc, elle va poser un certain nombre de questions, elle s'attend à un certain nombre d'avis de la part du mandataire, et elle s'attend à ce que ces avis soient suivis par l'autorité, ce qui n'est pas du tout quelque chose d'acquis, puisque c'est l'autorité qui a le dernier mot. Donc, on espère que le mandataire sera suivi. Côté autorité, le mandataire, évidemment, fait des rapports écrits, détaillés, dans lesquels il va donner sa vision du respect des engagements par la partie notifiante. Il adresse ça à l'autorité. Et il va y avoir un certain nombre aussi de relations entre le mandataire et l'autorité, mais qui, par nature, vont être plus espacées, puisque le rôle même du mandataire, c'est bien de décharger l'autorité de sa fonction. La conséquence de tout ça, c'est qu'on a une autorité de la concurrence qui, actuellement, a un rôle qui est relativement effacé, et une partie notifiante qui n'a pas accès véritablement à l'autorité de la concurrence. Elle va évidemment lui adresser un certain nombre de rapports écrits, mais finalement, ce contact avec l'autorité va se faire plutôt à la fin des engagements, dans le cas d'engagements structurels, quand il y a des demandes d'extension de délai, ou tout simplement lorsqu'il s'agit de faire approuver un acquéreur potentiel. Dans ce contexte-là, quelles sont peut-être un peu les pistes d'amélioration? Alors, si on suit le cheminement du mandataire et des engagements, d'abord se pose la question de sa nomination. La procédure a été rappelée par les étudiants tout à l'heure. Je pense personnellement qu'elle fonctionne assez bien. On a 1 mois pour proposer 3 candidats. L'autorité ensuite peut poser quelques questions et puis elle va agréer potentiellement les 3 candidats. De temps en temps, on a un refus, j'y reviendrai. Et puis, c'est bien à la partie notifiante qu'il revient de désigner le mandataire. Donc, je le disais, cette procédure fonctionne assez bien. 1 mois, c'est une durée satisfaisante. Ce n'est pas de trop, en réalité, parce que, malgré tout, pour aller identifier 3 candidats mandataires, prendre contact avec eux, organiser des réunions, demander une offre, une ébauche de plan de travail, tout ça prend un petit peu de temps. À une période aussi où l'entreprise peut être en plein closing et donc aussi occupée à autre chose. Cela étant, je pense qu'on peut introduire un petit peu plus de flexibilité dans cette procédure. D'abord parce qu'à partir du moment où on dépose des engagements, on sait qu'on aura besoin d'un mandataire. Et dans certaines hypothèses, il peut être utile d'avoir un mandataire qui soit opérationnel dès le début des engagements, donc pratiquement au moment de la décision d'autorisation. Parce que ce que l'on constate dans cette procédure actuelle, c'est que le mandataire va être opérationnel au bout d'1 mois et demi, 2 mois, ce qui est finalement peut-être parfois assez long par rapport à des engagements structurels avec une première période de scission qui est de 6 mois. Et donc, la partie notifiante peut souhaiter vouloir associer le mandataire très tôt parce qu'il peut y avoir des difficultés qui se présentent. Et donc, ça implique nécessairement de discuter de la nomination du mandataire dès la phase de dépôt des engagements. Alors, entendons-nous bien, je pense que ça pourrait être un élément de flexibilité. Je ne pense pas que ça doit devenir la procédure de base. Quand on dépose des engagements, il y a quand même beaucoup de temps et d'énergie qui sont passés à la négociation de ces engagements. On n'a pas forcément le temps de parler du mandataire, mais ça peut être utile dans certains cas. Et d'ailleurs, faut-il absolument présenter 3 candidats ? C'est la pratique aujourd'hui, ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a des hypothèses où un seul candidat peut s'imposer assez naturellement. Et d'ailleurs, puisque si on souhaite proposer un seul candidat, il faut donc modifier le texte des engagements. Et c'est donc une discussion qu'on a avec l'autorité pendant la phase d'examen de la concentration. Ensuite, si on continue, vient la question cruciale du choix du mandataire. Et la première question qu'une partie notifiante va poser à son conseil, c'est où est-ce que je peux trouver un mandataire ? Alors, il y en a quelques-uns dans la salle, mais surtout, cette information, elle existe. L'autorité, dans son site web, au niveau des pages de chaque concentration, vous le savez, va indiquer quels ont été les mandataires qui sont agréés. Et quand un mandataire n'a pas été agréé, bon, naturellement, son nom est masqué pour des raisons évidentes. Et on sait aussi quel mandataire a été désigné par la partie notifiante. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut associer un mandataire à
une décision et donc à un secteur. Et donc on sait, quand on va chercher l'information sur le site de l'autorité, on sait trouver les mandataires qui ont telle ou telle expérience dans tel ou tel secteur. Alors, une piste d'amélioration, c'est que certes, cette information est disponible, mais il faut quand même aller la collecter. Je pense qu'il serait utile que l'autorité fasse cet exercice de consolidation et peut-être mettre cette liste disponible sur son site Internet. On a aujourd'hui déjà une page qui est dédiée au contrôle des concentrations avec des aspects très pratiques. Eh bien, on pourrait envisager une page Internet dédiée aux mandataires sur laquelle trouver cette liste. Et puis, une autre piste, ce serait que l'autorité aille un petit peu plus loin que simplement consolider l'information actuellement existante, de deux manières, peut-être. D'abord, en indiquant clairement quels sont les mandats qui sont en cours, parce qu'un mandataire qui peut-être a déjà 2 ou 3 missions, on peut alors se poser la question de sa disponibilité en temps. Et puis, il y a une autre piste de réflexion sur la possibilité de faire venir sur le marché des nouveaux mandataires qui ont cette difficulté pratique que précisément, par construction, ils n'ont pas d'expérience en France, et donc il y a peut-être un souci pour convaincre la partie notifiante de les prendre. On pourrait envisager que ces mandataires soient en quelque sorte préagréés par l'autorité. Et quand je dis préagréé, entendons-nous bien, je parle surtout de la question de la compétence et des moyens disponibles pour assurer sa mission. Évidemment que les autres critères devraient être appréciés au cas par cas, mais ça donnerait une certaine visibilité à ces mandataires qui souhaiteraient entrer sur le marché français et une certaine crédibilité de la part de l'autorité. Ce qui amène évidemment à la question des critères. Alors, la compétence, je le disais, qui est évidemment extrêmement importante, il y en a 2. D'abord, la compétence juridique, et j'entends par là la parfaite connaissance du mandataire de ce qu'est le droit de la concurrence, la parfaite connaissance des enjeux que représente la bonne exécution des engagements, et plus généralement, la parfaite connaissance des attentes de l'autorité, de son rôle de mandataire. C'est très important parce que, encore une fois, la partie notifiante, son principal interlocuteur, c'est le mandataire. Le mandataire va certes avoir un certain nombre d'avis sur des questions juridiques, mais on s'attend à ce que l'autorité suive. Mais pour qu'elle suive, encore faut-il que le mandataire fasse un avis éclairé et en toute connaissance de cause des attentes de l'autorité. Sinon, on peut avoir un souci, c'est déjà arrivé. Compétences économiques aussi, voire sectorielles, avec une bonne compréhension du mode de fonctionnement des entreprises. Alors, au niveau du secteur, c'est important parce que le mandataire doit être capable de comprendre les problématiques qui peuvent se poser dans un secteur donné et être capable de les retranscrire correctement à l'autorité quand il y a des difficultés qui se posent et peut-être proposer des solutions de manière constructive. Maintenant, le degré de technicité n'est pas le même suivant les secteurs. Je ne suis pas sûr qu'il faille à chaque fois avoir un grand expert dans un domaine particulier. En général, pour la plupart du temps, quand le mandataire a déjà une première expérience en tant que mandataire ou dans une autre vie dans un secteur donné, ça peut suffire. Je ne plaide pas forcément pour associer le mandataire systématiquement avec un expert. Maintenant, il y a le critère de l'indépendance. Alors ça, c'est un critère que l'on écarte tout de suite. Il est évident que le mandataire ne va pas être le salarié de la partie notifiante. En revanche, la question du conflit d'intérêts est évidemment beaucoup plus sensible et les étudiants tout à l'heure ont tout à fait bien identifié ce point. Ils en ont relevé 2. D'abord, la question du conflit d'intérêts en général. La difficulté que l'on rencontre parfois, c'est que le mandataire peut appartenir à un grand groupe et que ce groupe, à travers d'autres équipes, parfois dans d'autres pays, peuvent déjà avoir des missions avec la partie notifiante. Et toute la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est est-ce que ces relations d'affaires qui existent quelque part ou qui ont pu exister dans un passé proche, eh bien, remettent en cause la question du conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas ? La difficulté que l'on a dans ce genre de situation, c'est qu'on ne sait pas toujours très bien où placer le curseur. Et on manque peut-être un peu d'indication de la part de l'autorité. Ce serait utile, je pense, que l'autorité fixe, par exemple, des seuils, en tout cas quelque chose qui permette de guider le choix du mandataire et de ne pas avoir à proposer un mandataire dont on sait finalement qu'il ne sera pas agréé. D'ailleurs, de manière plus générale, quand il y a un refus d'agrément,
et comme le courrier sera mis en ligne ensuite, il peut être utile que l'autorité explicite un petit peu plus les raisons de ce refus d'agrément, de manière à construire un peu une pratique et là encore, on va dire gagner du temps à l'avenir. Maintenant, et le point a été soulevé par les étudiants, ce conflit d'intérêts existe aussi sous forme, je dirais, résiduelle. C'est vrai qu'à partir du moment où le mandataire est désigné par la partie notifiante et il est rémunéré par la partie notifiante, on peut se poser la question de, on va dire, son indépendance au sens large du terme. Alors, bon, d'abord, il y a des solutions qui existent, effectivement, qui peuvent être radicales. Peut-être que l'autorité pourrait désigner le mandataire elle-même et le rémunérer par un mécanisme qui serait à définir. Si jamais on doit avoir des filing fees, je pense qu'on en rediscutera avant malgré tout. Mais pourquoi pas, dans ce cas-là, il n'y aurait plus de sujet. Cela étant, ce n'est pas le cas actuellement. L'autorité nous dira, ou Jérôme nous dira si c'est peut-être une possibilité. Ça me paraît peut-être un peu difficile en pratique. Mais surtout, je ne suis pas complètement sûr que ce mécanisme remette véritablement en compte l'indépendance du mandataire. D'abord, je ne pense pas que la rémunération soit en tant que telle un problème. C'est quelque chose qui est réglé dans le contrat de mandat, dans l'offre qui est faite. Ensuite, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Ensuite, le mandataire, à partir du moment où on rémunère le mandataire, déjà, je pense que c'est normal que la partie notifiante puisse désigner, puisse choisir son mandataire. À partir du moment où il a été agréé, si je le rémunère, je le choisis. Au-delà de ça, je pense que le mandataire a quand même ce rôle pivot. Il est tenu entre l'autorité et la partie notifiante. Et il faut bien voir comment ça se passe en pratique. Le mandataire, côté autorité, a tout intérêt à montrer qu'il suit le déroulement des engagements avec toute la rigueur nécessaire. Sinon, alors ça, les étudiants l'ont évoqué également, peut-être qu'il aura des problèmes avec l'autorité au cours de sa mission ou à l'avenir. Côté partie notifiante, il doit aussi assurer le suivi des engagements avec toute la rigueur nécessaire, mais je dirais avec toute la rigueur qui est strictement nécessaire. Pour dire les choses très concrètement, en cas d'excès de zèle du mandataire, la mission va se terminer, je ne suis pas sûr que la fois suivante, il soit de nouveau choisi, et très concrètement, la partie notifiante prendrait quelqu'un. Donc il y a un équilibre qui se crée assez naturellement, et un bon mandataire va savoir trouver cet équilibre entre un suivi rigoureux des engagements, sous le contrôle de l'autorité, mais avec une vision pragmatique au niveau de la partie notifiante, et cela en toute indépendance en réalité. Alors, si on avance encore un petit peu dans la réflexion, on arrive dans le déroulé des engagements. Je l'ai rappelé tout à l'heure, le rôle central du mandataire et le caractère un petit peu effacé de l'autorité. Je pense, et là aussi je rejoins ce que disaient les étudiants, qu'il y a peut-être de la marge pour faire revenir un petit peu plus dans le jeu l'autorité. Alors, évidemment, de manière raisonnée, parce qu'il ne faut pas non plus remettre en cause le rôle du mandataire et en réalité le problème de disponibilité de ressources au niveau de l'autorité. Mais malgré tout, il y a un certain nombre de situations où l'intervention un petit peu plus active de l'autorité peut se justifier. Ça passe. Alors, actuellement, il y a des relations bilatérales, mandataire, partie notifiante, mandataire, autorité de la concurrence. Peut-être que l'autorité pourrait formaliser un petit peu plus précisément sur la base de sa pratique la relation qu'elle entend avoir avec le mandataire ou qu'elle entend de voir entre le mandataire et la partie notifiante. Mais peut-être aussi parfois qu'on pourrait revenir vers une relation trilatérale. Je donne un exemple très simple. Il peut y avoir des engagements comportementaux qui peuvent être un peu complexes. Une fois que le mandataire est en poste, il y a toujours une réunion de lancement avec des discussions et des sujets qui sont posés. Le mandataire va faire valoir un certain nombre de demandes auprès de la partie notifiante. Il peut y avoir des questions d'interprétation des engagements qui se posent. Voilà le type de réunion où il pourrait être utile que l'autorité soit présente à travers un référent, en tout cas quelqu'un qui suivrait le dossier. Il peut y avoir éventuellement d'autres réunions au cours du déroulement des engagements où sa présence pourrait être utile. Là encore, pas systématiquement, mais de temps en temps, pourquoi pas. Une autre manière de faire intervenir un petit peu plus l'autorité de la concurrence, sous forme cette fois-ci un petit peu plus écrite, vient du fait que, là encore, il peut y avoir un certain nombre de questions qui se posent
au cours du déroulé des engagements. Et bien entendu, le mandataire a son avis, mais il ne faut pas attendre la fin pour connaître la réponse et la position de l'autorité. Je donne un exemple très simple. Dans le cas d'engagement structurel, la partie notifiante va négocier avec des acquéreurs potentiels. Et parfois, il peut y avoir un doute sur la possibilité pour l'autorité d'approuver tel ou tel acquéreur potentiel. Ça, il vaut mieux le savoir très tôt parce que, d'abord, ce n'est pas utile de poursuivre les négociations et de perdre du temps avec cet acquéreur si on sait d'ores et déjà qu'il ne sera pas approuvé. Et puis surtout, ça s'est déjà vu, il ne faut pas le découvrir à la fin. Parce que là, on a un problème. Donc, qu'est-ce qui se passe en pratique ? Eh bien, le mandataire va avoir la possibilité, déjà aujourd'hui, de s'adresser à l'autorité, de poser une question, faisant valoir un point juridique, faisant valoir son avis, avec une analyse, et l'autorité doit pouvoir se positionner, arbitrer sur un choix. Actuellement, ça se fait dans une relation bilatérale, et je pense que sur ce type de questions, il serait utile que l'autorité réagisse, peut-être par écrit, et adresse sa réponse de manière un peu plus formelle au mandataire, mais aussi directement à la partie notifiante dans une relation trilatérale sur des questions donc, qui doivent être réglées, je pense, très en amont au début du déroulé des engagements. Et puis enfin, on arrive évidemment à la fin du contrat de mandat, qui est directement lié naturellement à la fin des engagements, en tout cas au fait que les engagements ont été mis en œuvre de manière pleine et entière. Là aussi, je pense que dans un certain nombre de cas, il serait utile d'avoir une certaine forme de clarté sur la fin des engagements. Ça passe peut-être parfois par une meilleure rédaction du texte des engagements eux-mêmes et dans tous les cas, d'avoir une position très claire de l'autorité qui confirme que les engagements ont bien été réalisés, qu'ils sont terminés. Et de cela, évidemment, va découler le fait qu'on va pouvoir décharger le mandataire de son rôle. Alors, une fois qu'on a cette position confirmée de l'autorité, que la décharge vienne de la partie notifiante ou de l'autorité, je n'ai pas d'avis très fort là-dessus, du moment qu'on soit dans cette fameuse relation trilatérale que j'évoquais. Mais par contre, ce serait bien d'avoir une décharge qui soit parfaitement claire. Dans les engagements comportementaux qui peuvent durer très longtemps, la question de la fin des engagements peut parfois se poser, mais ça peut aussi arriver dans des engagements structurels. Évidemment, la situation la plus simple, c'est qu'au moment du closing, tout s'arrête. L'engagement a été réalisé, l'acquéreur potentiel a fait l'acquisition des actifs qui doivent être cédés et tout va bien. On peut décharger le mandataire. Cela étant, ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas forcément anticipé d'ailleurs dans les engagements puisqu'il peut y avoir à la suite du closing des périodes transitoires avec une relation qui va perdurer pendant quelques mois, 1 an, 2 ans entre la partie notifiante et l'acquéreur. Je donne l'exemple de produits pharmaceutiques, par exemple, ou de transferts d'usines qui prennent du temps. Et pendant ce temps-là, il va y avoir un contrat de fourniture de la partie notifiante à l'acquéreur. Et durant toute cette durée de période transitoire, le mandataire conserve tout son rôle, qui va évoluer un petit peu, puisqu'on est moins maintenant sur un aspect structurel qu'un aspect comportemental. Peut-être d'ailleurs que le rôle du mandataire doit évoluer un tout petit peu. Je ne suis pas sûr que dans ces cas-là, il faille faire absolument des rapports mensuels. En revanche, la question de la fin de cette période peut se poser. Et donc, encore une fois, on retombe sur la question du fait que l'autorité doit se positionner, confirmer que les engagements ont été pleinement remplis, et on peut ensuite décharger le mandataire de sa mission. Alors, pour conclure, je pense que le mandataire et le rôle du mandataire est quelque chose qui est malgré tout bien connu, qui est en place depuis de nombreuses années, qui se fait aussi au niveau de la commission. Donc, il y a une pratique qui existe déjà. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas essayer d'améliorer un tout petit peu les choses sur cette base-là, qui est déjà bien présente. Donc j'évoquais un peu plus de clarté dans la possibilité d'identifier des mandataires, un peu plus de flexibilité dans la procédure qui permet de nommer un mandataire, et peut-être un rôle un petit peu plus présent de l'autorité quand c'est nécessaire, sur des points juridiques précis. Et j'ajouterais que ces évolutions peuvent se faire et être mises en place très rapidement. Il n'y a pas véritablement de statut dans des textes qui sont, on va dire, figés. Bien entendu, il y a un moment donné, ça viendra, il sera nécessaire de revoir les lignes directrices actuelles. Cela étant, le texte des engagements
et le contrat de mandat qui figure en annexe des lignes directrices, ça reste des modèles qu'on peut faire un petit peu évoluer, ça se fait déjà. J'ai évoqué la possibilité aussi de mettre en place une page web sur le site internet de l'autorité pour que l'autorité apporte un certain nombre de précisions sur le rôle du mandataire. C'est quelque chose qui peut être mis en place très rapidement. Donc je ne vois pas de difficulté majeure à faire évoluer la pratique et le fonctionnement du mandataire dans son rôle. Mais sans plus attendre, je vais céder la parole à Jérôme qui va nous apporter un peu sa propre vision et la vision de l'autorité sur toutes ces questions. Merci Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord un grand merci à Catherine Prieto et aux étudiants, et en particulier Louise, Noé et puis Michael, avec qui nous avons pu échanger de manière totalement libre, transparente. Merci beaucoup également au cabinet Linklackers, Anne Waxman, Nicolas Zachary et Nicolas Chavonan-Valade, qui a grandement contribué à cette organisation du première rencontre du 3e titre, et je reviendrai en conclusion sur les prochaines. Et c'est avec un grand plaisir que j'interviens en tant que chef du service des concentrations. Donc ce que je dirai ne pourra être retenu que contre moi et non contre l'autorité, même si je pense qu'il y a un certain nombre d'annonces qui vont pouvoir être mises en œuvre. On a commencé cet échange tripartite et je pense que c'est intéressant de pouvoir confronter les points de vue et de faire émerger une discussion. J'ai été particulièrement satisfait sur ce thème-là, qui était un thème assez complexe pour les étudiants, le mandataire. On s'attendait en discutant avec Anne notamment à avoir quelque chose de plus large sur les engagements, sur la procédure du contrôle des concentrations, et votre présentation aborde directement et sans filtre cette question du mandataire. Pour recontextualiser, on parle de 4% des décisions de l'autorité française qui ont fait l'objet d'une décision avec un engagement, et dans la quasi-totalité des cas avec un mandataire qui est désigné. Et sur ces 4% de décisions qui font l'objet d'un suivi par un mandataire, il y a très peu de décisions qui, en réalité, ont soulevé des problèmes. C'est-à-dire que dans l'écrasante majorité des cas, l'engagement est respecté, les mandataires ont fait leur travail et on est passé à autre chose. Il n'en demeure pas moins que dans certains cas, on peut se trouver confronté à des difficultés. Et c'est intéressant de savoir, finalement, de quelle manière on peut les surmonter et faire en sorte d'améliorer le suivi de ces engagements. Je vais dire quelque chose de très important. Je pense que le non-respect d'un engagement est un échec. Mais un échec pour l'entreprise, puisqu'elle risque une sanction financière, notamment. C'est un échec également pour le mandataire, pour des risques peut-être réputationnels ou de l'interrogation sur le rôle. C'est-à-dire que le mandataire est chargé du suivi et si l'engagement échoue, il y a quelque part des questions à se poser sur les responsabilités des uns et des autres. Mais c'est surtout aussi un échec pour l'autorité, parce qu'elle va mobiliser effectivement des moyens humains en particulier pour aller ouvrir une phase contentieuse qui peut prendre plusieurs mois et on peut aussi interroger la pertinence de l'engagement. C'est-à-dire pourquoi l'engagement n'a pas été respecté. Est-ce que c'est parce qu'il a mal été conçu? Et dans ces cas-là, quelles conséquences on en tire? Ça, c'est un point important. Je vais m'efforcer dans la partie qui est la mienne, afin de laisser environ 30 minutes de temps de questions de la salle, à répondre aux différentes suggestions donc, des étudiants, suggestions de Nicolas, et compléter les suggestions par les principales contributions, les principaux points qui ont été soulevés lors de la consultation publique. Je commence directement avec Nicolas, avec l'idée de la possibilité d'un mandataire désigné dès le stade du dépôt des engagements, donc en cours d'instruction. Ça serait une sorte de fix-it-first trustee ou un upfront trustee à la manière des engagements structurels. Pourquoi pas? Très honnêtement, je pense que rien, ne l'interdit formellement. Il y a quelques difficultés que je vois. La première, c'est que effectivement, comme vous le savez, les engagements sont discutés très souvent et malheureusement en fin d'instruction. C'est-à-dire qu'on attend un peu de savoir, bien évidemment,
l'indice concurrentiel qui est réalisé par l'autorité, et en fonction des risques identifiés, bien évidemment, on présente des engagements qui doivent répondre. Mais on ne peut pas présenter forcément des engagements sans connaître précisément l'ampleur du risque concurrentiel. Même si, et je pense notamment à la Commission européenne, on peut avoir ces discussions très, très en amont en arrivant directement avec un dossier de notification qui comprend directement l'engagement, parce que l'engagement est assez facile à concevoir, en particulier et surtout sur des engagements structurels. Le petit risque que je vois dans cette configuration, mais vous voyez, j'ai mis je sais pas, c'est pas une croix, c'est un, comment vous appelez ça, un V, un check, un check, donc ça veut dire que plutôt oui. Il y a le risque d'indépendance. Il y a le risque d'indépendance puisque on n'est plus sur un appel à candidature, on n'est plus sur un choix, on est dans un temps restreint sur un mandataire auquel on a pensé, qu'on mettrait directement dans le dossier. Aucun problème s'il remplit les critères, bien évidemment. Quid si il ne les remplit pas? Est-ce que dans ces cas-là, on retombe sur la désignation classique? Mais pourquoi pas? Alors, ne pas imposer 3 candidatures de mandataires, oui. Ça a déjà été fait pour des questions très pratiques et liées à des opérations. Donc, on est plutôt sur le côté exceptionnel. Et c'est vrai que les lignes directrices prévoient 3 candidatures. Le risque que je vois, c'est que, en dépit de certains critères qui sont cochés, il y a un critère que la partie notifiante ne peut pas connaître, c'est forcément la charge de travail du mandataire. Alors, en partie parce que je pense qu'une des questions dont il faut s'assurer, c'est savoir à peu près si le mandataire et ses équipes, rarement le mandataire est tout seul, même s'il en existe, savoir la charge de travail. On peut retoquer une candidature si on s'aperçoit qu'un mandataire a trop de dossiers, parce que ça peut ensuite être un handicap sur le bon suivi des engagements. Et ça, c'est un critère finalement qui n'est pas forcément connu de la partie notifiante, donc elle peut effectivement s'assurer de l'indépendance, s'assurer de la compétence, mais il y a peut-être un critère aléa sur le fait que dans ces cas-là, l'autorité pourrait refuser la candidature unique, et on est reparti pour un tour. Mais ça, c'est fait, et si les circonstances de l'espèce sont remplies, on peut tout à fait, bien évidemment, en ayant discuté avant sur cette possibilité, regarder, puisque c'est également dans la discussion sur le texte des engagements qu'on a cette discussion. Publier une liste des mandataires agréables, même chose, et je pense que je rejoins Nicolas sur le fait que l'information existe, mais elle est éparse. Je pense que, et on a eu il y a quelques jours une réunion avec un service interne à l'autorité, et je pense que le développement informatique ne devrait pas poser de problème. Là où il y a le sujet, mais Nicolas l'a relevé, c'est le risque de conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'on peut publier une liste, mais ça ne signifie pas qu'ils sont préagréés, pour les raisons que Nicolas a indiquées. Sur l'indépendance, la compétence, oui, mais sur la charge, il y a un aléa. Et surtout, le risque que je verrais éventuellement, c'est finalement fermer le marché, puisque dans ces cas-là, on aurait une publication sur des mandataires qui ont déjà été agréés, sauf à en faire venir plus d'autres. Mais en fait, le fait de renvoyer sur une page pour dire voici les mandataires qui ont l'expérience, qui ont la compétence, vous fermez un peu la porte à aller voir ailleurs, et on sous-entendrait finalement que c'est dans cette liste qu'il faut puiser. Alors, avec toutes les précautions qu'on peut avoir et les conseils qui peuvent bien évidemment suggérer d'autres candidats. Donc, l'idée, pour moi, est bonne parce que l'information existe. Il faudra juste, bien évidemment, veiller dans la présentation à expliquer que ce n'est qu'une liste non exhaustive de mandataires susceptibles de, ou en tout cas que l'autorité a déjà eu l'occasion d'agréer. Mieux expliquer les refus d'agrément, oui. On essaye de le faire. Alors, on répond bien évidemment à la question lorsque la question nous est posée. C'est-à-dire qu'on a quand même un échange pour prévenir qu'on ne va pas agréer tout le monde. Et lorsqu'on nous pose la question, on explique la raison. Est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Est-ce que c'est une absence d'indépendance? Est-ce qu'on considère que le mandataire a peut-être trop de dossiers en ce moment pour suivre
le dossier. Voilà, je pense qu'on peut le faire. On se posera la question de la manière dont on le fait. Mais plus de transparence, et notamment le sujet qui est le côté jurisprudentiel, pour anticiper bien évidemment des éventuels refus. Je l'entends. Après, pour tout vous dire, on est vraiment sur du cas par cas. Je pense que dans la très grande majorité des cas, les mandataires sont agréés. On est vraiment dans des exceptions lorsqu'ils ne le sont pas. Ensuite, on peut un peu plus préciser éventuellement, notamment un point des étudiants sur cette notion de conflit d'intérêts, mais je pense qu'on y reviendra. Fluidifier les échanges, bien évidemment. Oui, sur le principe. Je mets un point d'interrogation parce qu'il y a quand même une limite, et c'est pour ça que, et je pense que c'est vous, Nicolas, qui l'avez rappelé, les ressources de l'autorité sont limitées, et lorsqu'on fait du suivi d'engagement, c'est autant de temps qui n'est pas passé à instruire les dossiers du moment. Et donc on essaye de limiter au maximum ce suivi d'engagement, même si, et ça a été rappelé, c'est une des missions importantes du service des concentrations. Et on n'attend pas forcément d'avoir une plainte pour vérifier l'effectivité du suivi. Donc oui, sur le principe, la limite, mais je pense que ça a été dit, c'est la ressource mobilisable pour organiser ces échanges. Je suis sorti juste avant de venir d'une réunion trilatérale entre l'entreprise et son conseil, le mandataire et l'autorité sur des questions de suivi d'engagement. Et on peut tout à fait, bien évidemment, lorsque le sujet s'y prête, les organiser. J'avais mis une suggestion qui, je ne sais pas pourquoi elle se retrouve là, mais ça viendra ensuite. Il peut s'avérer également, et on peut réfléchir sur la plus-value du mandataire sur certains types d'engagements. Dans le passé, il y a pu y avoir des engagements sans mandataire, parce que c'est des engagements finalement assez formels, assez simples, qui ne nécessitaient qu'un compte-rendu annuel, par exemple, sur un engagement à ne pas faire, par exemple. Là aussi, c'est une exception. Sur les incertitudes, les arbitrages, les interprétations, donc c'est un des derniers points qu'a évoqué Nicolas. Je le redis, tout ce qui peut être fait pour éviter d'engager une procédure pour non-respect doit être fait. C'est l'objectif commun partagé de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, bien évidemment, si on doit très en amont alerter, partager une position sous réserve de la portée juridique de la décision, parce que sur certains cas, c'est plutôt le président qui peut prendre une décision. Si la décision est une décision de phase 2, et que c'est les collèges qui adoptent la décision, est-ce que dans ces cas-là, le collège doit se prononcer, et ensuite, de quelle manière le service est lié, et l'entreprise bien évidemment, sur l'interprétation qui est faite de l'engagement. Donc derrière, il y a quand même un processus assez important. Je pense que là aussi, on est sur probablement beaucoup plus d'engagements comportementaux. J'ouvre une parenthèse, c'est autant compliqué de suivre un engagement structurel que comportemental, paradoxalement. On peut avoir des non-respects pour du structurel, et on peut avoir du non-respect sur du comportemental. Donc c'est pas parce que on se dit que le structurel c'est plus facile à faire. Il y a beaucoup de difficultés parfois pour respecter un calendrier, trouver un repreneur agréable. Et je pense que vous avez tous en tête la dernière décision de sanction qui concerne un engagement structurel, il me semble. Je crois que c'est Fnac Darty, moi qui en ai eu d'autres depuis 2000, je pense pas. Voilà. Et donc c'était un engagement structurel. Bon. Donc tout doit être fait pour s'assurer du respect des engagements, c'est ce qu'on veut éviter. Et bien évidemment, dès le début d'un doute sur la manière dont l'engagement est suivi, réalisé, que ce soit l'entreprise qui contacte le mandataire qui contacte l'autorité, ou alors si l'autorité est contactée par un tiers, bien évidemment, tout le monde a intérêt, un, à partager le doute, et deux, à avoir une position. Donc, je mets juste la précaution sur la portée et la difficulté que ça pourrait avoir par la suite sur une position prise à un mauvais échelon de l'autorité. Donc, il faut, en fonction des cas, et là, c'est un peu trop théorique, prévoir ces échanges. Donc, on y est totalement favorable dès lors que ça ne se transforme pas en point hebdomadaire. Voilà, on fait confiance aux uns et aux autres pour nous solliciter uniquement s'il y a un sujet.
Et enfin, dernier point, oui, on va passer en revue d'ailleurs l'ensemble des engagements et envoyer systématiquement la décharge qui marque la fin du travail du mandataire. Ça, c'est quelque chose qu'on peut bien évidemment systématiser. Ce serait l'autorité qui enverrait la décharge. Je pense, alors, vous avez indiqué qu'il y avait deux possibilités. J'ai plus en tête exactement ce que prévoient les contrats types, si c'est à la demande de l'entreprise ou si c'est l'autorité d'emblée qui constate la fin de l'engagement à discuter. Enfin, l'essentiel est que le mandataire soit déchargé officiellement. Et peut-être le manifester peut-être sur, je ne sais pas si aujourd'hui on a une sorte d'historique sur les mandataires. Je pense qu'il y a les engagements suivis en cours des engagements, donc on a la liste des engagements qui sont suivis. Mais est-ce que par le passé, on a bien indiqué que le mandataire est déchargé et je me pose la question, et je regarde mon équipe, est-ce qu'on publie bien les décharges des mandataires? Bref, il y a une question pratique d'information. Je pense avoir répondu à l'essentiel des suggestions de Nicolas, et si ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez bien évidemment me reposer la question ou me redemander de préciser un point. Sur les étudiants, alors, ben, vous avez commencé fort avec une proposition qui est de donner à l'autorité le pouvoir de désigner le mandataire. Alors, je dois avouer, j'ai mis une croix, parce qu'elle pose beaucoup de questions. Je pense qu'il vaut mieux que l'entreprise continue à désigner le mandataire, ne serait-ce que parce qu'elle le paye. Je pense que le point, et on y a pensé, hein, notamment sur le fait que sur 3 mandataires, est-ce que l'autorité pourrait finalement en choisir un sur les 3 et ça serait le choix de l'autorité, une sorte de compromis finalement entre la première proposition d'entreprise et puis l'autorité qui fait son choix. La question qui s'est vite posée, mais je fais appel à votre imagination si vous avez des éléments de réponse, c'est sur quels critères? Quels seraient les critères qui feraient que une fois on a agréé tel cabinet, la fois suivante tel cabinet et la fois suivante tel autre, les dossiers ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes, et je dois avouer que ce serait placer l'autorité dans une situation un peu compliquée de devoir justifier pourquoi elle a agréé un tel et pas un tel alors que les deux étaient agréables. Dans ce cas, je préfère renvoyer la responsabilité à l'entreprise. Et c'est ce que je mets par ailleurs, c'est-à-dire que si on choisit, ça pose énormément de questions ensuite sur la responsabilité. Je pense que c'est beaucoup plus simple pour l'autorité de renvoyer la responsabilité à l'entreprise, au mandataire. L'autorité a agréé et ensuite il y a les échanges qui se mettent en place. Donc on voit l'idée, mais je pense qu'on peut l'appréhender d'une autre manière. Sur le lien financier, entreprise mandataire, et ça a été d'ailleurs lorsqu'on a fait la table ronde avec les mandataires en janvier dernier, lorsqu'on a discuté de façon très libre avec vous, en vous demandant si vous avez des exemples de métiers de contrôle qui sont rémunérés par l'entreprise qui est contrôlée. Alors, on avait l'exemple des CAC, notamment, mais ça en est une profession réglementée et ça posait d'autres questions. Donc là, on est effectivement sur un vrai sujet. Donc idéalement, oui, idéalement, il faudrait couper le lien financier, mais en pratique, c'est très difficile pour un certain nombre de raisons. Plusieurs pistes ont été évoquées. Pour l'instant, il est un peu trop tôt pour s'engager dans cette discussion, en tout cas dans l'immédiat, mais je pense qu'il y a cette réflexion. Mais nous devons y travailler. Voilà. Convergence des intérêts dans les rapports, donc c'est votre dernier point. Et là, c'est un grand oui, bien évidemment, et ça rejoint à la fois le sujet des réunions tripartites, les réunions entre mandataires. Ça, il faut qu'on y aille vraiment de façon très claire, et uniquement dans le cas où il y a des difficultés, être en mesure très rapidement de réagir et de pouvoir éclairer bien avant le terme de la durée d'engagement les parties. Donc, il y a vraisemblablement un équilibre, une répartition des tâches à trouver. Encore une fois, mon sujet, c'est de minimiser l'impact sur mon service pour pouvoir ensuite nous consacrer vraiment sur le cœur de notre métier. Et je ne dis pas que le suivi des engagements n'est pas le cœur de notre métier. Pour nous, c'est aussi important que d'autoriser ou d'interdire des opérations de concentration.
J'en viens à la dernière partie sur d'autres propositions qui ont émané de la consultation publique. Juste pour vous dire, il y a eu une table ronde préparatoire avec les mandataires qui avaient déjà été agréés depuis 10 ans, je crois, par l'autorité, qui a permis de faire émerger un certain nombre de thématiques qui ont permis d'ouvrir la consultation publique en mars. Et aujourd'hui, je vous annonce les principaux résultats. Demain, il y aura la mise en ligne de ces propositions, de ces suggestions, et vous verrez vraisemblablement dans les prochains mois la mise en œuvre concrète d'un certain nombre de propositions. Alors, globalement, c'est un point important, j'en ai parlé avec les CAC, il n'y a pas de demande de la part des tiers d'avoir une profession réglementée. Je pense que ce qui a été souligné aujourd'hui, c'est la flexibilité du cadre. Avoir une profession réglementée, une nouvelle profession réglementée, c'est pas à l'ordre du jour d'une manière générale, à l'heure de la simplification. Donc, dont acte, ça je pense que c'est quelque chose qu'on partageait, d'autant plus que le mandataire n'apparaît nulle part dans le Code de commerce, en tout cas dans le titre 3, livre 4, y compris dans la partie réglementaire, on n'a nulle part la mention d'un mandataire. Donc c'est une création des autorités pour le motif qui a été rappelé par Nicolas, qui est que il faut également, dans un contexte où on a des ressources limitées, pouvoir effectuer un certain nombre de tâches. Et quoi de plus simple de confier à un mandataire indépendant, à un tiers, ce contrôle sous l'autorité de la concurrence. Et c'est un point important, puisque dans la consultation, il y a eu des demandes de précision sur ce statut des mandataires. Alors il y a des propositions très concrètes, on n'a pas encore examiné dans le détail sur la portée, et je vous les livre telles quelles, pas de check ou de croix à côté. La co-signature des mandats par l'autorité. Aujourd'hui, le mandat est signé entre l'entreprise et le mandataire. Alors, je ne sais pas en droit des contrats ce que ça signifie et si on signe à quoi on s'engage ou ce que cela implique. Bon, si des mandataires présents, mais il n'y a pas eu que des mandataires qui ont répondu, souhaitent préciser, c'est avec plaisir. Un point important, la précision que le mandataire est mandaté par l'autorité. Il y a eu toute cette question de sémantique sur la notion de mandat, sans aucun problème. Est-ce que juridiquement ça emporte des conséquences? Là aussi, je ne sais pas. Rappeler ce point, pour moi, ne fait l'objet d'aucun problème. Ça rejoint également le sujet de Nicolas et le sujet des étudiants, c'est cette notion de conflit d'intérêts, avec cette proposition d'un seuil de relation d'affaires, voire même une idée qui est escalée d'établir une grille de notation comme pour les marchés publics. On aurait des critères et puis on noterait avec un certain nombre de critères, j'imagine qu'il n'y aura peut-être pas les critères prix, mais une sélection sur la base de critères objectifs qui permettent de mieux définir. Alors, je suis totalement ouvert à la question du conflit d'intérêts. Elle est protéiforme, elle est très compliquée parce que j'ai des cas où on avait effectivement une relation d'affaires, mais une relation d'affaires qui était minime. Fixer un seuil, c'est un peu compliqué, même si, et ça je souhaite le dire notamment par rapport aux étudiants, un mandataire, sauf exception, a d'autres activités, et en réalité, le flux d'affaires sur le suivi d'engagement, hormis personnes physiques qui ne font que mandataires pour l'autorité, c'est rare qu'on ait un conflit d'intérêts financier à ce moment-là. En revanche, il y a des flux et donc on peut se poser la question en relation client préexistante, par exemple. Là, je n'ai pas de réponse très concrète à vous apporter. Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait aucune relation financière? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait une certaine, mais minime? Je ne peux pas vous dire. Je crois qu'on prenait, quand j'étais à la commission, je crois qu'on prenait un exemple assez bête pour montrer qu'on ne pouvait pas interdire à une entreprise de prendre un mandataire parce qu'il y avait un lien financier. Je crois que j'avais toujours en tête l'exemple de EDF, par exemple, qui m'expliquait que de toute façon, il y aurait forcément, à un moment donné, un lien financier entre le mandataire qui paye son électricité chez EDF et... voilà. Bon, c'est vieux et passé comme
comme exemple, il y en a d'autres comme ça, où des entreprises très importantes ont forcément des liens financiers avec les entreprises. Qui deviennent peut-être c'est un peu plus impersonnel. Non, tout à fait. C'est pour ça que la question qui est de dire s'il faut qu'il y ait zéro lien financier, il y a une limite qui permet d'envisager le petit flux financier qui n'emporte aucune conséquence sur l'indépendance du mandataire. Et je n'ai guère de doute sur ce sujet qu'un petit lien, reste à voir l'état de la relation client. Point important qui est ressorti de la consultation publique et qui rejoignait mon point sur publication de l'existant, les opportunités d'agrément pour de nouveaux mandataires, notamment la compétence. Je crois que ce qui est ressorti, c'est que la compétence ne doit pas résulter du fait qu'il faut avoir eu une expérience. Je pense qu'on est tous conscients, par définition. Est-ce que dans ces cas-là, sur la question de la compétence, il conviendrait de préciser que est compétent une personne physique ou une entreprise qui a une expertise sectorielle ou qui, alors peut-être plus largement que le droit de la concurrence, a des notions de droit des affaires. Je pense qu'on a dû agréer de mon équipe au moins une fois un mandataire qui n'était pas forcément spécialiste en droit de la concurrence. Ça a existé. Délivrer le préagrément, non. Ça, c'est pas possible pour la simple et bonne raison qu'il y a une partie des critères que Nicolas a rappelés qui dépendent du cas d'espèce et que même si on précoche les cases, on a la question compétence qui peut rentrer en compte, même si c'est révisable annuellement. Je pense que ça serait induire en erreur sur la certitude qu'on obtient l'agrément. La publication des coordonnées des conseils des parties. On nous a proposé, parmi les suggestions, lorsque la décision, le sens de la décision est rendu, d'indiquer que c'est le cabinet X qu'on peut joindre ou l'adresse du cabinet pour déposer sa candidature. Ça, c'est peut-être plus vous qui allez me dire en pratique si vous téléphonez au mandataire que vous connaissez, si vous attendez, si votre client, en général, je crois qu'on en a parlé, le client n'a pas forcément d'idée sur les mandataires, donc ça, je vous laisserai peut-être réagir. Et donc la page dédiée aux mandataires, j'en ai parlé, oui, j'espère qu'on y travaillera, ce sera bien faisable. Et enfin, dernier point, donner les moyens aux mandataires de faire son travail, c'est très important. Moi, je considère que les mandataires font vraiment un bon boulot. La discussion que l'on a sur les non-respects, c'est l'exception, mais l'exception peut nous prendre énormément de temps, et c'est ce qu'on souhaite éviter. Un accès au dossier le plus en amont possible, à voir. Je pense qu'il y a forcément une question de confidentialité qui doit être réglée également sur l'accès au dossier. Est-ce que c'est possible ? La réunion de lancement, je vous confirme que oui. On souhaite vraiment avoir, alors, dans un premier temps, uniquement avec le mandataire, pour expliquer peut-être aussi le contexte de la décision. Est-ce que systématiquement, il faut qu'il y ait également l'entreprise et ses conseils pour que tout le monde entende la même chose? Pourquoi pas? Il faut voir ce que ça représenterait concrètement. Mais d'une manière générale, pour reprendre ce qu'a dit Nicolas, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait un cadre trop rigide. Il faut qu'on puisse adapter, et c'est ce qu'on fait, aux circonstances de l'espèce. Vous l'avez dit également, la résolution des divergences d'interprétation, oui, avec la limite qui est la portée des décisions et la forme que prendraient ces décisions. Et là aussi, et ça rejoint mon point que je venais juste de faire, capable d'adapter les rythmes d'envoi, être capable d'adapter le contenu des rapports aux enjeux du dossier. C'est vrai qu'on a un cadre avec des envois mensuels ou trimestriels. Il faut qu'on sache très rapidement, pour un bon suivi, quel est le bon degré à la fois de contenu. Et ça, je pense que dès les premiers rapports, même s'il y a une évolution dans la taille des rapports en fonction des process qui sont engagés, qu'on soit rapidement, nous, de notre côté, capables de savoir si c'est suffisant ou pas. Et de pouvoir, le cas échéant, espacer ou, au contraire, demander des rapports plus rapprochés. Mais ça impacte le plan de travail ou ça peut impacter aussi des questions de relations contractuelles. Dernier point, et j'en terminerai par là. On pourrait prendre ces suggestions à l'occasion d'une prochaine révision des lignes directrices. Alors vous savez, les lignes directrices prévoient un certain nombre de dispositions dont on peut s'écarter
le cas échéant, en le justifiant. En matière de contrôle des concentrations, de respect d'engagement ou de suivi des engagements, on le fait. Je pense que vous avez chacun, pour les praticiens qui sont ici, des expériences où on dévie du contrat type, comme vous l'avez rappelé. Étant entendu, et Catherine Prieto faisait la remarque, qu'il n'y a pas d'engagement type pour les engagements comportementaux. Dans nos lignes directrices et les engagements structurels, alors ça s'explique parce que les engagements comportementaux sont tellement variés que le modèle, en fait, il en faudrait peut-être 5-6. Quand je pense aux grands engagements comportementaux, il en faudrait un certain nombre. Donc c'est pour ça qu'on a laissé l'imagination au pouvoir sur le côté engagement comportemental. Mais on adapte. On agrée un mandataire, etc. La vraie question, à l'occasion des lignes, donc, on le fera à l'occasion d'une prochaine révision des lignes directrices, on verra 2026-2027. La question n'est pas encore sur la table. Mais je pense qu'à un moment donné, il falloir réviser les lignes directrices. Et donc, à cette occasion, on pourra formaliser. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là dans le cadre de notre pratique. Je pense qu'il y a un certain nombre de propositions sur lesquelles vous avez pu voir les checks qui vont remonter au niveau du collège, au niveau de la présidence, pour savoir si ils sont d'accord pour faire évoluer la pratique d'ores et déjà de manière très, très concrète. Il faut qu'on en discute entre nous, mais on engage ce chantier. Il y a également de notre côté une évaluation de la qualité du travail des mandataires et notamment la question de bien avoir... Alors, on a les instruments de suivi, hein, donc on sait pour chaque dossier, bien évidemment, les mandataires, les rapports, etc. Mais je pense qu'il y a une réflexion de savoir si il y a une question qui peut se poser sur le bon suivi de ces engagements. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et puis le reste, c'est encore une fois, je pense que la ligne principale, c'est de pouvoir être flexible, de pouvoir adapter et de prendre en compte des contraintes. Et c'est ce que je mets, hein, les modèles de mandat peuvent être adaptés pour bien coller au secteur ou au problème de concurrence qui est identifié. Et enfin, d'un point important, parce qu'une fois qu'on a constaté ce qui arrive encore une fois très rarement et heureusement, l'échec, c'est vraiment de se poser la question de savoir pourquoi. Où se trouve la raison de l'échec d'un non-suivi d'engagement, puisque comme je vous l'ai dit dès le départ, personne n'a intérêt à ce que ça échoue. Donc il y a bien quelque chose qui n'a pas fonctionné quelque part. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir avoir le recul nécessaire pour savoir si l'engagement était intenable, auquel cas, peut-être que l'autorité n'acceptera plus ce type d'engagement. Je pense notamment à des engagements comportementaux très complexes, ce qui ne devrait pas normalement être acceptable, parce qu'un engagement doit être simple pour pouvoir être bien suivi et pour pouvoir être respecté. Donc on lancera la réflexion, il faudrait qu'on ait des cas qui pourraient justifier de s'interroger sur l'origine des difficultés ou du non-respect, et j'en terminerai par là. Je vous ai dit, hein, je pense qu'on parle de la pointe de l'iceberg dans le suivi des engagements, mais je le redis, dans 99% des cas, même si parfois c'est difficile, même si parfois l'entreprise finalement n'avait pas anticipé les difficultés, demande peut-être des délais supplémentaires ou mais peut-être plus d'argent que prévu pour satisfaire l'engagement, on y arrive. Mais on évite en tout cas ce que personne ne souhaite, à savoir un non-respect d'engagement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Je partage l'idée, en tout cas dans mon expérience, qu'en général, les choses se passent quand même malgré tout assez bien. Il peut y avoir des difficultés, mais on peut aussi les surmonter avec l'aide du mandataire. Et donc le rôle du mandataire, j'insiste vraiment là-dessus, est essentiel. Je vois aussi qu'il y a un certain nombre de pistes de réflexion qui vont, que les choses vont peut-être un petit peu évoluer. Mais sans plus attendre, je m'adresse à la salle, au mandataire présent peut-être, s'il souhaite réagir ou s'il y a des questions. Oui, bonjour à toutes et à tous. Francis Amand, donc je suis un jeune mandataire. Bon, j'ai un peu d'expérience en droit des concentrations, quand même. J'ai vu ça de l'autre côté autrefois. Première question tout à fait pratique.
on pourra répondre aux différents checks ou non, ce qui est proposé, parce que voilà, est-ce que vous allez mettre ça en ligne de manière à ce que on puisse réagir. Par exemple, sur l'Homefront Trustee, là, je trouve que ce serait assez compliqué parce que vous allez mettre le mandataire dans une situation difficile, parce que lors de la négociation des engagements, on ne sait pas où il va être. Est-ce qu'il va aider l'entreprise? Est-ce qu'il va aider l'autorité? Est-ce qu'il va pousser de manière indépendante pour sa propre maison, c'est-à-dire arriver à des engagements dont il saura contrôler l'effectivité et la mise en œuvre, tout ça. Donc voilà, donc ça serait intéressant qu'on puisse réagir très concrètement sur les diverses propositions. Je réagis tout de suite aussi sur le fait enfin, il y avait quand même un intérêt à ce que l'entreprise désigne 3 mandataires, c'est que ça permettait à des mandataires de rentrer sur le marché. Parce que voilà, et donc ça c'était bien. Non, j'avais une question très pratique assez pratique sur les relations du mandataire avec l'autorité. Bon, le mandataire, il est agréé parce qu'il est indépendant, parce qu'il est efficace, mais aussi parce qu'il est agréé au regard de son programme de travail. Et c'est très important. Et moi, j'avais une question sur la portée juridique du programme de travail. Est-ce que le mandataire est obligé de le mettre en œuvre dans tout le détail? S'il ne le fait pas, que se passe-t-il? Est-ce que l'entreprise qui est au courant du programme de travail du mandataire quand elle a retenu ce mandataire est tenue de faire ses meilleurs efforts pour l'exécuter? Enfin, des choses comme ça. Voilà, ça me paraît important de le préciser. Et puis, alors, dernière observation en question, c'est sur le rapport. C'est vrai que quand on débute, c'est ce qu'on doit mettre dans le rapport, la forme du rapport est quand même quelque chose d'assez important. Et donc, tout ce que vous pourrez faire pour aider le mandataire à faire au moins son premier rapport, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important, Alors, on le sait quand on fait à l'issue de la première réunion qu'on fait avec l'autorité, on a des idées, mais ça serait bien aussi que ce soit précisé. Donc, peut-être un peu plus de direction ou de directive sur la constitution des rapports. Voilà, mais excusez-moi, j'ai été trop long. Peut-être très rapidement sur le premier point, sur la situation où le mandataire se trouve pris entre le marteau et l'enclume, et ce n'est pas l'image qui est tout à fait exacte, parce qu'il y a un point important dont on n'a pas parlé, mais le mandataire est aussi un facilitateur entre l'autorité et l'entreprise. Et je crois avoir entendu un certain nombre de fois que le mandataire permettait aussi à expliquer avec les conseils de l'entreprise ce qui était attendu de la part de l'autorité et de faire remonter un certain nombre de points. Donc en ce sens, le mandataire est aussi une courroie de transmission d'un certain nombre d'informations. Donc je comprends le fait d'arriver trop au cœur des discussions sur la délimitation du périmètre, par exemple, ou la discussion sur le niveau d'engagement comportemental exact. À voir. Je pense que peut-être que les mandataires ou d'autres mandataires qui ont eu l'expérience pourraient nous dire si ça les aurait aidés d'être... alors, associé n'est pas le bon terme, je pense, mais d'être informé très en amont, le plus en amont possible. À voir. Mais comme le disait Nicolas, c'est une possibilité. Si le cas s'y prête, pourquoi pas essayer? À voir. Mais je comprends ensuite la situation délicate. Et bien noté sur la forme du rapport. Et bien évidemment, je pense que la réunion de lancement permet au mandataire de poser toutes les questions qu'il souhaite. C'est vrai qu'on n'a pas de modèle type de rapport. Je ne crois pas. Hein. Je regarde mon équipe, on a un modèle de mandat, on a un modèle d'engagement. On n'a pas le modèle de rapport parce que, en fait, quand on regarde vos rapports, enfin les rapports des mandataires, ils ne se ressemblent pas tous. Chacun a son style. Il n'y a pas de mauvais format de rapport. Donc, si, en revanche, c'est un point sur lequel que j'ai abordé, s'il y a des points dans le rapport dès le départ qui nous semblent devoir être précisés, développés, on le dit au mandataire, pour pas 8 mois après se poser la question. Voilà. Nicolas, je ne sais pas si vous voulez... Alors, d'abord sur la différence entre le Fixed First Trustee ou l'Upfront Trustee,
Moi, mon idée, c'était d'avoir la possibilité de désigner un mandataire pendant la phase d'examen de la concentration, mais pour qu'il prenne un rôle, évidemment, après la décision d'autorisation. Si l'idée d'un upfront trustee, c'est d'avoir un trustee qui est là, alors même qu'on n'a pas fini de négocier les engagements, si c'était votre point, là, oui, non, je ne suis pas favorable. On négocie les engagements directement avec l'autorité. Je ne pense pas que ce soit approprié. Sur le rapport, alors nous, on reçoit une copie non confidentielle de ce rapport. On le lit toujours avec intérêt parce que ça permet de nous donner un peu de la visibilité sur ce que le mandataire rapporte et dit à l'autorité, notamment quand on anticipe des points de difficulté. Après, sur le contenu, effectivement, ça peut varier. Alors, je ne sais pas s'il faut avoir absolument un modèle. En réalité, quand même, dans l'esprit général, on retrouve toujours un peu les mêmes points dans le suivi, par exemple, du maintien de la valeur de l'actif et un certain nombre de données qui sont remontées, et puis le mandataire s'exprime là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le rapport, c'est pas tellement le fait de dire que tout va bien. On espère que ce soit le cas, évidemment. C'est plutôt de voir comment le rapporteur peut rapporter et présenter à l'autorité, encore une fois, un certain nombre de points de difficulté. J'insiste sur ça. En général, les engagements, ça se passe bien, ça se termine bien. Mais entre les deux, il peut y avoir des sujets. Et c'est là où je surveille, entre guillemets, un petit peu ce qu'il y a dans le rapport. Ensuite, sur la dernière question sur le statut du plan de travail du mandataire, j'avoue que c'est une colle, je ne me suis jamais posé la question. Je dois dire en tout cas que dans mon expérience, on le remet ensuite, évidemment, dans le cadre de la candidature. Je ne suis pas sûr qu'ensuite on le regarde véritablement. Les choses suivent son cours. C'est peut-être plus dans la relation entre le mandataire et l'autorité que ce plan devient important. Nous, on suit ce que le mandataire nous demande, d'une certaine manière. Non, effectivement, je n'avais pas répondu sur la question du plan de travail. Le plan de travail, il sert aussi à l'agrément du mandataire. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a agréé, on met de côté le plan de travail et on ne vérifie pas, en général, surtout si ça se passe bien, si tout ce qui a été prévu dans le plan de travail a été mis en œuvre. Je pense que ça a un impact pour l'entreprise, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'honoraires qui découlent également d'un certain nombre de vérifications mises en œuvre à l'occasion du plan de travail, ne serait-ce que le nombre de rapports, etc. Je ne peux pas vous dire ce que l'autorité ferait si on s'aperçoit que le plan de travail qui a été soumis pour l'agrément n'est finalement pas respecté. Ça sera une question, à mon avis, qui pourra être débattue dans le cadre de procédures contentieuses compliquées. C'est de savoir finalement pour quelles raisons il n'aurait pas été respecté. Mais je sais par expérience que, paradoxalement, les mandataires présentent effectivement des plans de travail qui sont assez généraux, assez communs, qu'ils adaptent au dossier, mais on retrouve sur les plans de travail à peu près les mêmes grandes parties. Après, c'est adapté. Donc peut-être qu'il y a une question à avoir à ce niveau-là sur le contrôle du plan de travail. Mais si ça se passe bien, que tout ne soit pas exactement réalisé dans le cadre du plan de travail, nous, ça ne nous pose pas de problème, à partir du moment où ça se passe bien. On peut d'ailleurs se demander sur les rapports du mandataire, donc qui sont en général, malgré tout, assez fournis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de doublon avec les rapports de la partie notifiante elle-même ? Ça demande quand même un petit peu de travail. Personnellement, on peut avoir la tentation de faire des rapports pour la partie notifiante qui sont finalement relativement assez légers, qui présentent ce qui a été fait, qui expliquent ce qui va être fait, sans forcément rentrer dans les détails, précisément parce qu'on se repose un petit peu sur le mandataire. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir deux rapports ? Je ne sais pas. Il y a peut-être au moins un besoin, c'est que le rapport du mandataire, on le découvre après, on n'en discute pas avant. Donc rien que pour ça, peut-être que c'est nécessaire, mais dans une large mesure, ça doublonne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. André-Marie. Oui, merci. Oui, ça fonctionne. Merci pour cette réunion très intéressante là, sur le rôle des mandataires. Alors,
vous abordez un point que je voulais effectivement soulever également, mais que j'ai soulevé moi dans la réponse à la consultation, c'était le doublonnage éventuel entre effectivement le rapport de la partie notifiante et le rapport du rapporteur. Moi, effectivement, ça me paraît quand même largement redondant. Et peut-être, enfin, je ne sais pas si vous êtes posé la question, si vous envisagez quelque chose sur ce sujet, mais sans doute, ce double rapport n'est pas véritablement nécessaire. Enfin, moi, dans la pratique que j'en ai, il ne me semble pas que ça soit d'une utilité importante. Enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs cela avait été imposé, mais bon, sans doute avez-vous une réponse là-dessus. Sur un autre point, on n'a pas vraiment, je ne sais pas si la consultation a fait émerger des questions sur le rôle du mandataire quand il est mandataire de cession. Et notamment, s'il est mandataire de cession, c'est qu'il y a eu une vraie difficulté dans cette cession pendant la première phase de contrôle. Manifestement, c'est qu'aucun acquéreur potentiel ne s'est manifesté, ou en tout cas les moyens d'acquérir cela ou ne le souhaitait pas. Et quand le mandataire donc exerce sa mission de cession, évidemment, il a des difficultés pour arriver au bout de ses engagements. Et ce qui serait intéressant, ça serait peut-être que vous puissiez donner quelques précisions sur les solutions qui pourraient être abordées en discussion avec vous, dans le cas où véritablement aucun acquéreur, même avec les efforts maximum du mandataire de cession, parce que le marché il n'est pas extensible à souhait, même avec des efforts importants de la partie notifiante sur les aides qu'elle peut apporter à la reprise, parce que ça c'est déjà arrivé, moi dans l'expérience que j'ai eue, ça a déjà été le cas. Mais avec tous les efforts du monde, on peut se retrouver dans une situation où la cession est impossible. Donc, est-ce que vous pourriez anticiper tout cela dans une espèce pour fixer un peu les solutions que vous envisagez, vous, en amont, et parce qu'évidemment, il faudrait réagir suffisamment en amont si on arrivait à un blocage de ce genre. Quelle solution vous voyez dans un cas comme cela, dans la mesure même où il n'y aurait pas de modification des conditions de marché qui nécessiterait une révision des engagements, puisque la révision d'engagement nécessite une modification substantielle des conditions de marché. Donc, comment vous voyez la solution si on arrive à cette extrémité? Alors, même si dans le passé, ça ne s'est pas produit parce que partie notifiante et mandataire ont fini par trouver des solutions, mais il n'est pas exclu que ça puisse se produire. Voilà, moi c'était un petit peu l'inquiétude sur ces sujets, et savoir si effectivement ça avait émergé un peu de la consultation. Sur le premier point, je regardais mes équipes. Le doublonnage, je pense qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a peut-être une raison qui est là, qui m'échappe tout de suite. Mais s'il n'y a pas de raison, on peut y réfléchir. Comme ça. Ça a toujours été fait comme ça, c'est ça? Il peut arriver très marginalement qu'il y ait des divergences. Là, ça devient intéressant potentiellement pour nous, mais ça reste des cas exceptionnels. Donc ça veut dire que vous les lisez déjà? Oui. Alors, on le lit. Ils sont tous lus, ils font tous l'objet d'une note qui est remontée au président chaque année. Donc non, c'est un travail au long cours. Sur la question phase 2, avec le mandataire chargé de la cession. Je pense que la question sous-jacente est très intéressante, mais avant de l'aborder, la phase 2 est très importante pour nous pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas forcément tout le temps certain que tout a été fait pour trouver un repreneur. Ne serait-ce que pour les méthodes de recherche, il y a toute une palette entre le coup de téléphone, le mail, la petite annonce, et c'est pas parce que on a passé un coup de téléphone qu'on peut se retrancher en disant j'ai contacté tout le monde mais j'ai pas eu de réponse. Ça non, je pense qu'il faut et le mandataire justement peut avoir une approche différente de celle de l'entreprise et avoir, alors même si on pose la question de à quoi a servi le mandataire durant la première phase d'accompagnement, puisque il peut aussi suggérer à l'entreprise certaines pistes, mais je pense que avoir un regard neuf
dans la procédure de cession peut être aussi un avantage pour l'entreprise, dans le délai imparti. Deuxièmement, il y a la question du prix. C'est-à-dire que souvent, l'entreprise, une fois qu'on a atteint l'euro symbolique, alors qu'on aurait potentiellement un repreneur et on a une discussion qui s'engage sur le prix, la question se pose de savoir de quelle marge de manœuvre dispose le mandataire pour aller plus loin que ce que souhaiterait faire l'entreprise si elle a été restée dans la première phase de cession. Je ne réponds pas encore à la question, mais je vais y venir. Quid si tous les efforts du monde ont été faits, que même en payant d'éventuels repreneurs, les repreneurs ne souhaitent absolument pas acquérir le point de vente, ça pose plusieurs questions. Un, la question de la viabilité, point essentiel. Et après, c'est la question effectivement de l'engagement en tant que tel. Dans ces cas-là, il y a toujours la possibilité qui est prévue systématiquement d'une demande de révision. Alors vous allez me dire, situation inchangée, est-ce que ça reviendrait à ce que l'autorité finalement revienne sur la décision qui a conduit à la prise d'engagement? C'est une réflexion qu'on peut avoir. Je pense qu'il faut qu'on comprenne aussi. En revanche, ce qui est certain, c'est que tant que tout n'a pas été fait, y compris des engagements subsidiaires, c'est-à-dire que je ne peux pas vendre ce point de vente, on va vérifier si on n'a pas un autre point de vente plus attractif dans la zone, on modifie l'engagement pour que le problème de concurrence identifié soit résolu, parce qu'on part du principe que si on a identifié un problème de concurrence, un an après, la situation de marché inchangée, il n'y a pas de raison que le problème de concurrence disparaisse. Et encore une fois, on parle d'engagement. Enfin, je veux dire, c'est l'entreprise, pour avoir une décision le plus souvent en phase 1, qui propose un engagement. S'il y avait véritablement un sujet beaucoup plus compliqué, il y a quelque chose qui s'appelle la phase 2, et dans ces cas-là, on peut développer pour montrer que l'engagement de cession n'est pas nécessaire parce qu'on est sur un marché qui a telle et telle caractéristique. Donc c'était les deux points, je pense avoir répondu à ta question. Comme il reste un peu moins de temps, je vais d'abord. laisser les questions d'autres, oui. Personne juste ici. Bonsoir, Sophia Lariri. Je vais poser plutôt une question du point de vue de l'entreprise notifiante. On est donc dans une période de suivi des engagements et il peut arriver que le mandataire soit saisi, contacté par des tiers mécontents concernant la mise en œuvre de ces engagements. Et du point de vue de l'entreprise notifiante que l'on accompagne, on se trouve face à un certain manque de transparence, je dirais, dans le sens où on n'a pas forcément accès, lorsque c'est une plainte vraiment, et il peut y avoir des plaintes formelles déposées par des tiers auprès du mandataire, on n'a pas forcément accès à cette plainte pour pouvoir valablement faire valoir ses arguments et se défendre. On peut se retrouver à répondre à des questions assez précises, et peut-être trop précises, et ne pas avoir véritablement tous les éléments pour répondre utilement. Alors vous avez parlé d'objectifs de flexibilité et on y souscrit. L'objectif n'est pas forcément de rajouter de la rigidité ou plus formaliser le process, mais est-ce qu'il pourrait être envisagé justement de permettre plus de transparence sur ce point-là et permettre à l'entreprise notifiante de répondre, parce qu'on comprend que des tiers vont saisir aussi bien le mandataire, certains ils vont aussi parallèlement saisir vos services, donc et abreuver avec des plaintes ou des documents plus circonstanciés auxquels la partie notifiante n'a pas accès. Peut-être une toute première action, oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense d'ailleurs que peu importe qu'il y ait un mandataire ou pas, si quelqu'un vient se plaindre, qu'il le fasse au niveau de l'autorité ou du mandataire, la question est la même. Quel est le degré d'accès que l'on peut avoir en tant que partie notifiante sur cette plainte, d'autant qu'il peut y avoir évidemment une tentative d'instrumentalisation de cette plainte auprès du mandataire. Après, à voir comment ça peut être géré. En pratique, si le mandataire arrive à faire la part des choses, je dirais qu'il n'y a pas de sujet. S'il commence à avoir une remise en cause de ce qui se passe, là, j'espère quand même que le mandataire se montrera un petit peu plus ouvert et qu'on puisse en discuter en détail. En revanche, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit formalisé.
Je pense qu'à un moment donné, la transmission de la plainte, ou en tout cas l'échange avec la partie concernée, se fait. En revanche, je pense que lorsqu'on reçoit une plainte, il est essentiel que l'autorité et le mandataire puissent vérifier la pertinence de la plainte et, avant de revenir vers l'entreprise, se faire une idée plutôt que de confronter directement la plainte à l'entreprise notifiante. Je pense qu'il y a une étape forcément d'investigation, juste pour pouvoir assez rapidement écarter la plainte et ne pas solliciter l'entreprise, si on peut régler ça entre le mandataire et l'autorité. Je pense notamment à des secteurs assez complexes sur lesquels on souhaite quand même se faire une idée de la pertinence de ce qui est indiqué. Donc, ce qui peut expliquer effectivement le décalage entre peut-être des questions que vous pouvez recevoir ou que l'entreprise reçoit sur le suivi d'engagement, et on peut se demander pour quelles raisons, mais nous, ça nous sert à nous faire quand même notre propre idée avant d'engager les échanges sur le respect ou non de l'engagement. Une autre question. Merci. Bonjour, Élise Salzman du cabinet Accuracy, mandataire. Justement, au sujet des tiers, pour rebondir, voilà, déjà, la question que l'on a, c'est sur le statut et le rôle du mandataire, justement vis-à-vis des tiers. Est-ce qu'il est possible de préciser davantage si les tiers, justement, doivent d'abord solliciter le mandataire ou l'autorité, et de la même manière pour le retour, une fois qu'il y a un premier avis, en tout cas le retour vers les tiers, une fois que le point a été investigué par le mandataire et l'autorité, finalement la réponse aux tiers, est-ce qu'il est possible de formaliser dans le rôle du mandataire, de savoir est-ce que c'est le mandataire qui revient vers le tiers pour conclure, ou en tout cas donner son avis sur le point sur lequel il a été sollicité, ou est-ce que c'est l'autorité qui revient puisque, in fine, finalement, c'est l'autorité qui a le dernier mot. Le mandataire normalement donne son avis éclairé à l'autorité pour décider, et finalement, qui revient vers le tiers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je voulais donner mon avis sur ce qui a été dit sur la partie sur l'upfront trustee. Nous, on est plutôt favorable sur le fait d'avoir effectivement... Alors, c'est toujours du cas par cas, mais par expérience, on a eu des engagements comportementaux assez complexes qui commencent au premier jour, juste après la décision. Et c'est vrai que d'embarquer en quelque sorte le mandataire en amont pour avoir un premier avis déjà de travail. Dans les faits, dans la pratique, comment ça se passe? En général, ce sont les conseils finalement de l'entreprise notifiante qui vont aider l'entreprise notifiante à mettre en place les engagements au premier jour et qui vont faire ce travail. Maintenant, c'est vrai que autant s'il est possible d'embarquer le mandataire au plus tôt possible, nous, on y voit plutôt que du mieux dans le rôle justement de facilitateur que peut avoir le mandataire dans la mise en œuvre des engagements. Voilà. Finalement, sur la question quelle porte d'entrée par rapport à des tiers, concrètement, on a les deux. Aujourd'hui, on a soit la plainte adressée directement à l'autorité, soit la plainte avec le mandataire. Quand on reçoit une plainte d'un tiers qui a un mandataire, on transmet et on demande l'avis du mandataire. Si le mandataire est saisi d'une plainte, il faudrait quand même qu'il nous la transmette, pas boîte aux lettres, mais avec un avis. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça remonte effectivement au service qui prennent une décision. On le dialogue avec, dans un premier temps, ça rebondit sur la question de tout à l'heure, avant de revenir, le cas échéant, vers l'entreprise ou de demander plus d'informations. Donc, dans tous les cas, le mandataire transmet ou est sollicité par l'autorité. C'est comme ça que... Et les deux portes d'entrée existent. En pratique, c'est vrai que même s'il y a l'identité du mandataire sur le site, on peut recevoir des plaintes directement. Dans tous les cas, on les retransmet au mandataire. Donc, c'est à ce stade qu'il y a une certaine fluidité. Et sur le retour, justement, au tiers.
que c'est l'autorité Sur le retour au tiers, c'est une bonne question. Je pense que sur le recours au tiers, en fonction de la nature exacte de la plainte, il vaut mieux que ce soit nous il vaut mieux que ce soit nous qui puissions confirmer l'existence ou une absence de non-respect, et le cas échéant, s'il y a l'ouverture d'un cas, il faut qu'on regarde la manière dont l'information se fait. Mais ou l'inverse, enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de souci, en tout cas, concrètement, il y a aussi un sujet de responsabilité. Enfin, c'est simplement de savoir, c'est pas précisé aujourd'hui dans le rôle du mandataire. Donc concrètement, d'ailleurs, il y a beaucoup de demandes qui ne posent pas finalement, qui sont plus des demandes d'explication, qui sont des demandes de compréhension. Une fois qu'on l'explique, ça marche bien. Mais aujourd'hui, dans le statut, en tout cas dans le contrat du mandataire, c'est pas expliqué, c'est pas précisé. Donc c'est vrai que voilà. Une dernière question peut-être? Je vois que l'heure tourne. Dans ce moment-là, le dernier mot pour Catherine. J'aurais voulu poser une question. Bien sûr, alors, ça permettra de boucler. Oui, il y a un point que nous n'avons pas évoqué, c'est celui de la révocation. Alors, c'est certainement un sujet qui est un peu abordé par les étudiants, mais je crois qu'on peut peut-être envisager la révocation sans stigmatisation, mais certes, c'est gênant pour le mandataire, mais peut-être que l'on peut expliquer la révocation par un échec dans la relation avec l'entreprise. Ce n'est pas nécessairement une remise en cause de la compétence. Alors donc, c'est prévu dans les textes. Est-ce que cette révocation ne pourrait pas être mise en œuvre, enfin rentrer dans la pratique décisionnelle et être utile aussi d'une certaine manière, même si ça peut être provoquant de le présenter comme cela, mais est-ce que ça ne pourrait pas être un moyen de faciliter la tâche du mandataire parce qu'il pourrait se retourner vers l'entreprise en disant moi je risque ma révocation si je n'avance pas sur tel ou tel point. Je pense que le mandataire a tout intérêt, s'il a des difficultés à obtenir des informations, à très rapidement le signaler dans son rapport au minimum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'autorité considère que le manque d'informations est imputable au mandataire. Donc les difficultés doivent absolument remonter le plus rapidement possible, puisqu'il y a aussi une question du pouvoir du mandataire qui n'est pas celui de l'autorité. Pour vous répondre, les cas de révocation sont inexistants. Voilà. La question qui se pose, c'est que alors qui sont prévus, hein, bien évidemment, à la main de l'autorité, mais aussi l'entreprise peut demander à révoquer le mandataire. Après, c'est l'autorité qui, bien évidemment, qui a la main. Je pense qu'il y a une question importante, c'est que il faut que cette révocation, si elle doit intervenir, n'intervienne pas trop tard dans la procédure de suivi de l'engagement. C'est-à-dire que si vous avez des engagements comportementaux 2 fois 5 ans, pour prendre un cas classique, et que la demande intervient au bout de la 7e, 8e année, ça sera tout sauf productif de révoquer un mandataire qui a passé quand même 7 ans sur le dossier. Là aussi, sur les autres dossiers d'engagement, sur les engagements structurels, en une année, soit on s'est complètement trompé dès le début, et dans ces cas-là, il faut être capable de dire que même si vous avez été agréé manifestement, peut-être qu'il y avait une question je vais reprendre mon exemple de charge de travail, et donc on révoque. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est absolument pas stigmatisant, bien évidemment, parce que il y a une question qui est d'associer la mission à l'engagement qui est suivi. C'est-à-dire que c'est compliqué de dire qu'on révoque le mandataire. Je pense qu'il faut il faut trouver une formule pour dire manifestement il y a une difficulté dans le suivi, on va faire appel à un autre mandataire. Là encore, je pense que c'est assez théorique parce qu'en pratique, on n'a pas eu l'occasion de mettre en application cette disposition, ce qui montre que dans le dialogue que l'on peut avoir avec les mandataires, on essaye bien évidemment d'avoir ces échanges et le cas échéant
modifier ou de demander au mandataire de compléter un certain nombre de points, et ça revient sur ce que je vous disais sur l'attention sur les rapports et la détection le plus en amont possible sur ce qui pourrait manquer le cas échéant. Mais nous avons des rapports vraiment assez étroits avec les mandataires, de la même manière que les mandataires ont des rapports très étroits avec l'entreprise. C'est à ce titre, en fait, en réalité, qu'ils sont très importants dans la relation tripartite que l'autorité peut avoir. Donc, pour vous répondre, Catherine, en théorie, oui, mais si on le fait, ne pas attendre la dernière minute et le faire assez rapidement, si c'est avéré, bien sûr. Ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à maintenant. Conclusion. Un petit mot pour la fin. Conclusion, eh bien, nous sommes réunis ce soir sur la problématique de 4% de décisions dont il s'agit d'améliorer l'efficacité. Donc, c'est dire que tout se passe pour le mieux le plus souvent, mais qu'il y a un souci de l'autorité de perfectionner le cadre, parce que, et je reprends les mots de Jérôme, c'est un échec pour tout le monde, pour l'autorité, mais également pour le mandataire et pour l'entreprise. Donc l'objectif, c'est en quelque sorte, pour ce perfectionnement, de faciliter la tâche du facilitateur qui est le mandataire. Alors, je relève que la solution radicale des étudiants n'est pas aussi naïve et iconoclaste que cela, parce que Jérôme ne l'a pas écarté d'un revers de la main. Mais c'est sûr que la réflexion doit être encore poursuivie. Les choses ne sont pas mûres. Mais il y a une piste. Je crois aussi qu'il faudrait faire la comparaison avec ce qui se passe dans les autres États membres. Alors donc, pour ce qui concerne les perfectionnements, bien on voit que le maître mot, c'est la souplesse. C'est ce que je retiens. Donc il n'est pas utile d'attendre la modification de lignes directrices. La pratique décisionnelle de l'autorité peut évoluer, peut intégrer au cas par cas. Ça aussi, c'est un point très important. Au cas par cas, eh bien, on peut envisager des facilitations, comme par exemple nommer, puisqu'on l'évoquait à l'instant, là, nommer un mandataire fix it first ou upfront trustee, si l'on veut. Donc ça peut être une solution. Il ne s'agit pas d'imposer. Je reprends les termes de Nicolas. En aucune manière, il s'agit d'imposer, mais il s'agit de prendre en compte une situation où finalement, c'est une évidence. Selon le secteur, selon le cas, enfin, c'est une évidence. Donc ça peut être une solution pour aller plus vite. Et puis je relève aussi que dans la salle, il y avait cette idée que parfois, il est nécessaire d'aller très très vite. Donc voilà une piste. Il y a également cette idée des réunions tripartites. Là encore, Jérôme l'avait dit, Nicolas aussi, il ne s'agit pas d'alourdir la charge de travail de l'autorité, puisque le mandataire est là pour faciliter aussi la tâche de l'autorité. Donc, mais il existe des cas particuliers, des cas de blocage notamment, des cas de doute, des cas d'interprétation. Donc là encore, au cas par cas, eh bien, il ne faut peut-être pas hésiter à solliciter l'autorité pour qu'il y ait une rencontre tripartite. Voilà, donc je ne m'attarderai pas, il ne s'agit pas de faire de recenser de manière exhaustive toutes les pistes, mais je crois que tout ceci va contribuer à mûrir la réflexion de l'autorité et aussi à faire évoluer les choses dans la souplesse et la délicatesse même. Merci à tous, merci aux intervenants, merci Jérôme de ta présence ce soir. Je vous invite au cocktail si vous souhaitez continuer d'en débattre autour d'un verre et avec les mandataires présents.